Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième Quoi-Lecture de décembre, le mois des Quoi-Lectures spéciales, vos suggestions. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux livres qui sont arrivés deuxième et troisième du tournoi. Et malheureusement, aucun des deux n'a été un vrai coup de cœur. Mais aucun des deux n'a été une épine dans le derche non plus. Et tous les livres du mois ne peuvent pas en dire autant. Ouais. Ouvrons donc le bal avec le moins classique des deux, Les Royaumes du Nord, le premier tome de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Alors pour la petite anecdote, je me suis rendu compte quelques semaines avant de commencer la lecture de ce livre que je l'avais déjà lu étant plus jeune et que je me rappelais vaguement, très vaguement, de certaines choses. Trois choses en fait pour être tout à fait précis. Je me rappelais que dans cet univers, les hommes sont liés par un espèce de lien magique mal défini à des animaux métamorphes, quand ils sont jeunes et que ces animaux se figent, voilà, prennent une forme définitive à l'âge adulte et que ces créatures sont appelées des démons, écrit D-A-E-M-O-N. Je me rappelle aussi très vivement l'instrument qui donne son nom au film adapté du livre, film qui, d'ailleurs à ma connaissance, est passé incroyablement inaperçu. C'est pas compliqué, moi c'est en me renseignant sur le livre que j'en ai entendu parler pour la première fois. Il y a Nicole Kidman dedans, il y a Daniel Craig dedans, Nicole Kidman qui me semble être une énorme erreur de casting pour Madame Coulter, le personnage de Madame Coulter. Après j'ai pas vu le film, donc peut-être qu'elle s'en sort très bien, probablement, c'est une excellente actrice, donc probablement. C'est juste qu'en relisant le livre, j'avais pas du tout une femme comme Nicole Kidman en tête en visualisant le personnage de Madame Coulter. Par contre, c'est Jean-Pierre qui interprète la voix française de l'ours en armure, Yorick Byrnison, et là je dis oui, là je dis c'est pas déconnant. Là voilà, le monde a besoin de plus de Jean-Pierre, et c'est une tragédie qu'on n'en aura jamais plus, malheureusement, puisqu'il est décédé, vous le savez. Mais donc l'instrument qui donne son nom au film, disais-je, dont j'avais gardé le souvenir, c'est la fameuse boussole d'or, qui n'est en fait pas une boussole du tout, son vrai nom c'est l'alétiomètre, et c'est un objet circulaire qui fonctionne avec des aiguilles, et avec 36 images qui peuvent répondre à n'importe quelle question, à l'aide du coup de ces images. Elle va indiquer les images et ça va donner une réponse. Alors, j'avais oublié que ça s'appelait un alétiomètre évidemment, mais je me rappelais que c'était un outil qui permettait de répondre à des questions et qui fonctionnait avec des images. Je me souvenais que c'était un outil très cool, comme ça je m'en souvenais bien. Et enfin, la troisième image que j'avais gardée de ce livre, malheureusement, c'est un passage qui est relativement tardif dans le livre. Donc, vous le savez, pas de spoiler. Pour parler de façon codée aux gens qui auraient lu le livre, disons que je me souvenais des adultes coupés. Voilà, ça m'avait marqué si vous voulez, ça m'avait marqué déjà. Il y a aussi une autre image que j'avais gardée du livre, excusez-moi, et c'est une image qui a fait que quand j'ai revu le livre, j'ai eu du mal à l'assimiler à lui-même. Alors, c'est pas clair du tout. J'avais le très net souvenir, si vous voulez, d'un singe au pelage doré. Alors, en voyant les différentes couvertures où il n'y a que des ours, parfois avec des armures, je me disais que c'était sans doute un autre livre. C'est pour ça que j'ai mis un temps fou à me rappeler que je l'avais déjà lu, parce que les livres jeunesse comme ça, c'était très à la mode à une époque. Entre celui-ci, Narnia, Eragon, il y avait cette espèce de fièvre d'adapter tous les romans d'initiation destinés à la jeunesse dans des blockbusters, plus ou moins inspirés, on va dire, voilà. À la recherche évidemment du prochain Harry Potter. Et au bout du compte, j'ai fini par tous les confondre, même celui-là, si vous voulez, que j'avais déjà lu. Et comme sur toutes les couvertures, donc je disais, c'était des ours et jamais le fameux singe au pelage doré ou la boussole qui répond aux questions, je me disais que ça devait encore être un autre livre, que ça devait être un livre que j'avais pas lu, parce que je ne me rappelais authentiquement pas qu'il y avait des ours dans le livre, alors qu'ils sont méga importants. Et est-ce que d'emblée vous avez pas l'impression qu'il y a un truc qui déconne, vous, là, dans la façon dont je vous en parle? J'attaque le livre avec un bon souvenir, ça on est d'accord, vraiment un bon souvenir. Mais le souvenir d'un concept, d'un objet, d'un passage et d'un personnage, le personnage en question étant un singe. Donc, zéro souvenir de l'intrigue, zéro souvenir de l'héroïne, des antagonistes, zéro souvenir des trucs importants, quoi. Qui fait quoi? Comment? Pourquoi? Rien. Ça revient à attaquer le premier Harry Potter en se rappelant uniquement l'avoir lu dans sa jeunesse, et voilà, avoir le souvenir du miroir de Rized, du fait que les héros affrontent un troll dans les toilettes, qui vole sur des balais, et qui a un fantôme qui est presque décapité. Voilà. Où seraient passés les rogues, Ron et Hermione, Dumbledore, Hagrid, McGonagall, les épreuves à la fin du livre, la pierre philosophale, Quirrell, Voldemort, etc. Voilà. Où seraient-ils passés? Eh ben exactement! Où est-ce qu'ils sont passés? C'est un peu la sensation que m'a laissé ma deuxième lecture des Royaumes du Nord. Je vais être plus clair, vous allez comprendre. C'est l'histoire donc de Lyra Belacqua, peut-être Belacca, j'imagine que c'est Belacqua, je ne sais pas. Orpheline, mais pas longtemps, c'est pas vraiment un spoiler, parce que ça arrive super tôt dans le livre. Elle apprend que deux personnages qu'elle connaît déjà sont son père et sa mère. Franchement, ça change strictement rien à l'histoire. Elle aurait pu rester orpheline,
ça aurait été exactement pareil. Bref, elle et son démon, donc du coup, Pantalaimon, je ne sais pas. C'est le problème avec les livres, je sais pas comment ça se prononce. Ils espionnent une conversation qu'ils sont pas censés entendre au sujet d'un truc qui s'appelle la poussière, un truc magique qui s'appelle la poussière, et qui semble ne pas se déposer sur les enfants. Parallèlement, des enfants sont enlevés dans tout le pays, et des rumeurs commencent à circuler autour des kidnappeurs, et la rumeur les surnomme très vite les enfourneurs. Et lorsque son ami Roger est capturé, et plus tard son oncle aussi, Lord Asriel, Lyra, je ne sais pas, part à leur secours dans les Royaumes du Nord, c'est sur le chemin, donc, elle devra défaire les plans, bien sûr, de la maléfique Madame Coulter, une femme cruelle au charme particulièrement envoûtant, et qui a bizarrement très peu de points communs avec Nicole Kidman, et qui s'avère être à la tête des enfourneurs. Mais heureusement, elle pourra compter, oh là là, sur l'aide, je sais pas ce que j'essaie de faire, elle pourra compter sur l'aide de Yorick Byrnison, qui est un ours en armure, du pays des ours en armure, duquel il a été banni. Elle est également aidée par des gitans, par un aéronaute, elle est aidée par une sorcière, peut-être par des sorcières. Très honnêtement, j'avais déjà pas mal décroché à ce moment-là. Alors, dans les points positifs, on a en fait tout ce que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire l'idée des démons est excellente, les ours en armure sont très cool, j'adore l'univers qui est décrit d'une façon générale, c'est comme une uchronie fantastique, notre monde, mais avec de sérieuses différences. D'ailleurs, l'histoire se passe à Londres, ouais, sérieuses différences. À partir du moment où tu commences à avoir des ours conscients qui parlent et qui portent des armures, tu peux... Si, c'est différent, c'est différent. Mais j'ai été subjugué par les retenues que j'ai eues durant cette deuxième lecture. J'en avais gardé un si bon souvenir, si vous voulez, un si bon souvenir de jeunesse, que j'ai été pas mal déçu de constater des problèmes qui m'ont empêché de l'aimer autant aujourd'hui, à 35 ans. D'abord, l'héroïne est assez inintéressante. C'est une menteuse, alors elle est courageuse, hein, mais elle est pas spécialement intelligente ou rusée, enfin elle est pas... J'avais pas spécialement envie de partir à l'aventure avec elle, quoi, si vous voulez. Mais bon, voilà, on est strictement dans le domaine de la sensibilité personnelle, là. Enfin, mais vous savez comment fonctionne l'émission. D'ailleurs, la plupart de mes reproches, soyons clairs, ça va être une question de sensibilité personnelle. Deuxième truc qui m'a pas mal gêné, c'est le fameux alétiomètre. Parce qu'avec mon regard de lecteur plus expérimenté, si vous voulez, je ne peux pas ne pas me dire que l'auteur vient de filer à sa protagoniste le pouvoir de l'omniscience. Genre... elle est bloquée, elle a juste à demander à la machine magique, et là, elle est débloquée. Alors au départ, Philippe Pullman présente l'objet de façon assez subtile en disant oui, alors il y en a une poignée dans le monde, ils sont hyper difficiles à utiliser, il y a un manuel gros comme mes boules, parce qu'il y a 36 symboles, et les 36 symboles ont tous 3, 4, 5 significations différentes, parfois plus. Si vous voulez, quand tu demandes à ta boussole comment vaincre ton ennemi, et ce qui est déjà pas facile, parce que faut utiliser les symboles, faut utiliser les images pour poser la question déjà, et que le machin te répond lune, pain, arbre, crocodile, bah c'est pas forcément évident. Voilà. Donc moi je me dis, bon cool, 3 trucs. 1, le machin est rare, donc elle va le perdre, ou elle va le casser, elle va galérer à en retrouver un. Il est difficile à apprendre, donc elle va mettre beaucoup de temps à le maîtriser. Et en plus, il est difficile à interpréter. Donc elle fera, même si elle sait comment interpréter les choses, elle fera probablement des erreurs d'interprétation, qui la mettront dans la merde, peut-être, on ne sait pas. Et après coup, le sens lui semblera limpide. Voilà, je partais là-dessus. Globalement, le coup de la prophétie, mais version boussole, si vous voulez. C'est-à-dire, ah mais c'est ça que la prophétie elle voulait dire, d'accord. Pas du tout. Elle sait servir du machin sans problème, sans entraînement, en 3 chapitres. Elle est omnisciente et ça va vachement lui servir. Bon bah... Et le dernier problème auquel j'ai été absolument insensible quand j'étais jeune et qui m'a vraiment pollué la lecture le mois dernier, le sous-texte religieux. Et par là, je veux dire, l'auteur prend position contre l'Église. Et alors, moi j'ai un point de vue concernant l'avis de qui que ce soit sur la religion. J'en ai rien à battre. Elle peut t'inspirer une très jolie histoire, ça d'accord, tant mieux, j'adore les très jolies histoires. Ton opinion, quelle qu'elle soit, peut t'inspirer, et ça c'est très chouette, mais si tu te sers de ton bouquin pour faire du prosélytisme à ce sujet, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est sans moi. J'aime pas ça, ça me gonfle. Et la fin du livre, quand on commence à comprendre l'implication de l'église dans les rapts d'enfants, ça m'a vraiment laissé un arrière-goût de... T'es en train de me dire que la chrétienté c'est mal depuis le début? C'est ça le propos de ton... Vas-y, mais va te faire foutre, quoi. Va te faire... Je m'en fous de ton avis sur la chrétienté, quoi. Et toujours pareil, je précise que j'aurais eu la même réaction si je m'étais rendu compte à la fin que le livre était de la grosse propagande chrétienne. C'est vraiment le fait d'utiliser ton aventure pour pousser ton opinion sur le sujet. Moi, ça me gonfle. Donc à la fin, si vous voulez, je me suis retrouvé avec un monde intéressant, si vous voulez, indéniablement, mais une héroïne sans intérêt, vivant une histoire sans vraiment d'intérêt non plus, contre des antagonistes dont... Ce que j'ai le plus retenu, c'est l'animal de compagnie. C'est, voilà, enfin, c'est un grand mot, l'animal de compagnie, mais voilà, le démon, quoi. Et je comprends très bien pourquoi j'ai retenu le singe doré et pas Madame Coulter. Le singe doré, c'est le démon de Madame Coulter. Et autant, lui, il est terrifiant, parce qu'il est agressif, il est imprévisible. Elle est là.
c'est la méchante. Et le thème, le message, c'est un truc dont je me fous complètement. Donc voilà. En plus, apparemment, Pullman devient de plus en plus critique de l'église dans les suites. Et bah écoutez, moi je vais croire ça sur parole, parce que après ce tome-ci, je vous avoue que les suites, je ne les lirai pas. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup plus apprécié le deuxième roman de cet épisode, puisqu'il s'agit du deuxième et dernier roman, malheureusement il y aura 2 romans par épisode, puisqu'il s'agit donc, disais-je, du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, traduit par Jules Castier. Ça me fait penser que je vous ai pas dit qui avait traduit Les Royaumes du Nord. Il s'agit de Jean Hecht. Il est de retour, Jean Hecht. Alors celui-ci, c'est vraiment un classique de chez classique. Voilà, pilier de la science-fiction dystopique. Gros roman qu'on évoque souvent dans le même élan que 84 de George Orwell, ou La ferme des animaux de George Orwell, ou Fahrenheit 451. J'ai oublié de noter l'auteur et là ça va pas me revenir, de Ray Bradbury. Ils font partie de ces livres qui font date dans la littérature de genre. À tel point que celui-ci là, il est très souvent enseigné au collège. J'aime pas parler d'incontournable, quel que soit en littérature ou en cinéma, j'aime pas parler d'incontournable. Mais si on admet l'existence d'œuvres incontournables, beaucoup diraient que le meilleur des mondes en fait partie. Donc mes attentes étaient élevées, forcément, et ma déception l'a été tout autant. Parce que, pour une raison ou une autre, je semble donner l'impression que j'adore inconditionnellement la SF, et que j'ai énormément de mal avec la fantasy. Et les semaines qui vont venir vont pas faire grand chose pour améliorer cette image, j'en ai peur. Cette image qu'apparemment je renvoie. Après, si les NMT m'ont appris un truc, c'est que j'ai zéro recul sur l'image que je donne. Pompon. Et puis c'est assez surprenant, je veux dire, parce que regardez l'épisode de la semaine dernière, là, dans les 20 livres que je vous recommande le plus, dans mes lectures de 2023, il y a 4 romans de fantasy, il y a 3 romans de science-fiction. J'ai pas d'affinité particulière, ni de répulsion particulière pour l'un et l'autre des genres, d'après moi. Après, peut-être que je m'en rends pas compte, je ne sais pas. Alors, le meilleur des mondes, c'est l'histoire de Bernard Marx. Bernard Marx. Ouais, on va peut-être commencer par là. Si je trouvais La ferme des animaux très peu subtile sur le message qu'il essayait de faire passer, la notion de subtilité dans le meilleur des mondes, c'est une brique en travers de la gueule avec marqué métaphore dessus. C'est comme si tu publiais un livre avec un personnage qui s'appellerait Marine Zemmour. Un petit peu cousu de fil blanc ce que tu essayes de faire. Donc notre héros c'est Marx, mais le vrai protagoniste, enfin pas protagoniste du coup, non mais le vrai personnage principal si j'ose dire, c'est le monde dans lequel les personnages évoluent. Le fameux donc meilleur des mondes. Et là je vais avoir un problème pour vous le décrire parce que j'ai l'impression que le roman essaye, au début en tout cas, de le faire passer pour utopique, et au fur et à mesure on se rend compte que ce monde-là n'est pas si idéal que ça, qu'il est même assez monstrueux, etc. Et je vais vous dire, je vais avoir du mal à vous communiquer cette idée parce que ça n'a pas du tout marché pour moi. J'ai trouvé cet univers monstrueux d'entrée de jeu. C'est une société dans laquelle les êtres humains sont cultivés en laboratoire et leur code génétique est manipulé pour qu'ils naissent dans des cases prédéfinies, dans des castes du coup prédéfinies, et du coup ils seront parfaitement heureux puisqu'ils n'attendront rien de plus de la vie que ce que leur naissance leur a donné. Évidemment il n'y a pas que la manipulation génétique, il y a manipulation génétique à grand coup d'injection dans les fœtus, mais il y a aussi le formatage par l'éducation, notamment une scène absolument immonde où le directeur montre l'efficacité de son programme en électrocutant des enfants, des bébés, en leur proposant des images de livres et de fleurs. J'avoue qu'en ce moment, quel que soit ce que tu essaies de me dire, de me communiquer, quel que soit où que tu veuilles en venir finalement, si tu me parles d'enfants qui se font électrocuter, d'ailleurs je devrais pas dire électrocuter parce que électrocuter ça veut dire décéder des suites d'une électrisation, sauf faire de ma part, électrisé. Bref, si tu essaies de me parler de... tu vas avoir une réaction épidermique de ma part. Une réaction épidermique de rejet, si tu veux. Tu fais une claque dans ta gueule. Voilà. Voilà, Aldous Huxley va te faire mettre, voilà, d'avoir juste suggéré l'idée. Non, merci. Mais en même temps, c'est ce qu'il veut comme réaction. Donc, voilà. Évidemment, on est censé trouver ça scandaleux, évidemment. Mais quand même, va te faire foutre. Voilà. D'ailleurs, en parlant de va te faire foutre Aldous Huxley, faut que je vous parle un peu de la préface avant de continuer. Parce que je l'ai trouvée puante, cette préface. Imaginez que c'est mieux dit. Voilà, moi je vous le ressors de façon un peu exagérée et un peu brute de décoffrage parce que c'est plus drôle pour la vidéo, mais voilà, en substance et avec exagération. Ce qu'il dit, grand 1, vous lisez le livre en VF et c'est une erreur, vous devriez le lire en VO, parce que j'y ai mis beaucoup de subtilité, je suis sûr que les traducteurs ont adoré ça. Grand 2, Huxley nous apprend qu'il a mis beaucoup de références dans son texte et qu'il s'attend à ce qu'on les connaisse, sinon ça ne connectera pas et on passera à côté de tout le génie de ce qu'il a voulu nous écrire. Et grand 3, il y a beaucoup de références à Shakespeare, et comme les Français sont de gros ignares qui ne connaissent rien à Shakespeare, il a pris la liberté de nous mettre des notes de bas de page pour nous dire à quoi renvoie telle ou telle réplique pour que le génie soit accessible, si vous voulez. Ben moi qui avais hâte de découvrir le livre, je vous avoue que ça m'a bien refroidi d'entrée de jeu, de me faire traiter de gros con, quoi, si vous voulez, qui connaît rien. À sa décharge, la plupart des répliques m'auraient échappé.
Voilà, je le reconnais volontiers, y a pas de problème. Et vous savez quoi? Elles ont continué à m'échapper. Parce que c'est pas parce que tu me dis « ça vient d'Henri IV !» que je vais apprécier la pertinence, si tu veux, ou pas, d'ailleurs, de la référence. Donc, non seulement c'était assez désagréable, c'était pas très utile non plus. Mauvaise première impression, on va dire ça comme ça. Je reprends. Les humains sont conditionnés avant la naissance et pendant l'enfance à être des alphas, des bêtas, des gammas, des deltas et des epsilon. Les hellénistes auront pu compléter. Globalement, plus tu es haut dans l'alphabet grec, plus tu as du pouvoir, des responsabilités, mais aussi des privilèges. Et ils enseignent à chaque classe à chaque caste, du coup, pardon, que les autres castes sont pires que la leur. Les bêtas, par exemple, ont peur des responsabilités des alphas. Tout le monde méprise les epsilon, évidemment, etc. Mais Marx, lui, il voit clair dans tout ça. Il voit clair, Marx. Pourquoi voit-il clair, Marx? Parce que c'est un alpha, mais que les machines ont merdé à sa naissance. Et qu'il ressemble à rien. Oui, parce que aussi, alors, physiquement aussi, il y a d'énormes différences entre les castes. Donc, vous vous doutez bien, manipulation génétique. Les alphas sont magnifiques, les epsilons sont rabougris et dégueulasses, et entre les deux, voilà, c'est graduel. Marx est un alpha, mais qui ne ressemble à rien, et qui met la société mal à l'aise. Forcément, ce bonnet gratte, c'était une mauvaise idée. Il est amoureux donc de cette femme, Lénina Crown, qui elle, Lénina, forcément, mais à qui fait référence? Cette Lénina est complètement dans le système. Elle, par contre, elle a une vie sociale totalement libre, voilà, totalement sans attache, parce que le concept de couple, de famille n'existe pas dans cette unité. D'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont le concept même de mère, de mère de famille, les plonge tous dans l'horreur. Tant ça renvoie à quelque chose de bestial, de primitif, comme si c'était honteux, quoi, parce que ça nous renvoie à notre animalité, quoi, qui a pratiquement disparu dans le roman. Et donc voilà, ce cher Marx va vouloir aller voir l'extérieur de la ville, une réserve d'humains sauvages, élevés en dehors des principes de Ford, hein. Parce que ça aussi c'est un truc très cool dont il faut que je parle. Dans cet univers, Ford, Henry Ford, le gars des voitures, et pour le résumer très succinctement, il est assimilé à Dieu dans cet univers-là, ce que je trouve vraiment très cool. Je vais pas rentrer dans les détails historiques parce que je vais me planter, mais Ford a fait date dans l'histoire de la production de masse du travail à la chaîne, notamment avec la méthode de production de la Ford T, et là c'est plus ou moins un dieu. C'est plus ou moins Dieu qui est devenu. Et parmi les humains, Marx rencontre John le Sauvage, qui est le fils illégitime d'un grand ponte du monde moderne et d'une femme qui était citadine de ce monde moderne-là avant et qui a été exclue de la ville et qui a vieilli. Et ça aussi c'est très bien parce qu'elle est devenue obèse, elle a perdu toutes ses dents, elle est malade, enfin voilà. Alors qu'à l'intérieur de Londres du futur, les gens ne vieillissent pas, si tu veux, ils ont pas une ride, ils gardent leur tronche de 20 ans et ils meurent à 40. Et me dire c'est méga jeune, mais la bonne nouvelle c'est qu'on leur apprend que la mort c'est pas triste. Donc ils s'en foutent. Sérieusement, il y a un passage où on les voit faire des sorties de classe pour les enfants dans des hôpitaux pour que les jeunes regardent les gens mourir. Genre c'est la fête. Et ils font des jeux et tout, enfin c'est ignoble. Et en fait mon vrai problème avec le meilleur des mondes, c'est que l'univers est bien plus passionnant que tout le reste. Les personnages, l'histoire. Huxley, si vous voulez, développe énormément de concepts, notamment sur la religion, sur la culture, sur la foi, mais ces personnages sont pas engageants. Et puis le style est très pompeux. Franchement, le récit lui-même est pas passionnant. Par contre, hormis tout ce qui concerne l'explication de comment fonctionne le monde, parce que ça c'est assez chouette, il y a un passage qui est vraiment très brillant, très fort, et qui concentre pour moi toutes les bonnes idées du livre, et très franchement tout le reste du livre donne un peu l'impression d'avoir été construit pour justifier l'existence de ce passage-là. C'est quand Marx s'explique avec Mustapha Meignet, qui est l'administrateur mondial, un des administrateurs mondiaux de cet univers-là. Et dans cette discussion, on se rend compte des axiomes idéologiques de cet univers et de leur bien fondé. On se rend compte que cette société cauchemardesque est basée sur de bonnes intentions. Elle est encadrée par des gens intelligents et des gens qui... des gens de bien, quoi, si vous voulez. Des gens de bien qui sacrifient bien plus que ce qu'on imagine. Bref, donc... Pour résumer, c'est un indispensable, il faut le lire, je vous garantis absolument pas que vous aimerez le lire, mais voilà, il faut au moins savoir de quoi ça parle, parce que, ouais, j'en ai pas parlé, mais la grande force du meilleur des mondes, et je l'ai un peu ressenti à la lecture d'ailleurs, c'est que c'est le premier des fameux livres que j'ai listé plus tôt dans la vidéo. 1984, La ferme des animaux, même La servante écarlate, Fahrenheit 451, Blade Runner, Ravage, voilà, ils sont tous sortis au moins 15 ans après le meilleur des mondes. Je dis que je l'ai ressenti parce que pendant la lecture, j'ai effectivement ressenti que d'autres livres avaient fait ce que le meilleur des mondes essayait de faire, mais mieux que lui. Mais c'est parce que ils sont tous inspirés de près ou de loin du meilleur des mondes, de ce roman-là. C'est un précurseur, et à ce titre-là, il est un peu exceptionnel, quoi, si vous voulez, dans l'histoire de la SF.
Donc voilà, si c'est pas fait, trouvez-vous une place dans votre pile à lire pour le lire, au moins une fois, voilà. Moi, je pense que je le relirai pas, ça m'étonnerait. Je relirai des extraits, sans doute. Ou alors peut-être que si j'acquiers plus de sensibilité, de connaissances politiques ou religieuses, pour que ça me permette d'apprécier certains aspects du bouquin dont je me suis complètement foutu lors de ma première lecture, peut-être que je le relirai. Je le garantis pas. Et voilà qui conclut ce deuxième coin lecture du mois de décembre 2023. Avant de nous quitter sur la question de la semaine, non pas proverbiale, mais un peu traditionnelle, c'est le mot que je cherchais, traditionnelle question de la semaine, laissez-moi remercier mes Plectriones de niveau 3 et plus, comme Morgan Kemmer, Salomé, Faline Baskerville, Aiko la Folle, Doki, bonjour, Andrea Martini, Eva VDM et Romain D qui n'a qu'un seul D, quelle tristesse. Pensez à mettre un pouce bleu s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Si vous avez été abonné, vérifiez que vous l'êtes toujours. Laissez un commentaire pour répondre à cette question. Et vous, plutôt SF ou fantasy? Dites-moi. Alors, si vous deviez vraiment choisir un camp, je veux dire, moi j'avoue que j'en choisirais pas, c'est tout simplement. Mais si vraiment j'étais obligé de choisir, genre impossible de dire les deux ou aucun des deux, je pense que mon cœur pencherait plus pour la SF quand même. Mais je pense que c'est uniquement dû au fait que, si vous voulez, j'ai lu plus de mauvaises fantasy que de mauvaises SF, alors que j'ai lu autant de bonnes fantasy que de bonnes SF. Donc voilà, vraiment, ça veut pas dire grand-chose. Mon livre de fantasy préféré, c'est La Communauté de l'Agneau. L'Agneau, non, n'importe quoi. La Communauté de l'Anneau, disais-je. Et mon livre de SF préféré, c'est... Ouais, si c'est Le Dernier Homme. Mais je crois que c'est mon livre préféré, de toute façon, de Margaret Atwood, Le Dernier Homme. Je vous laisse me dire où est-ce que vous vous situez dans les commentaires, à ce niveau-là, dans ce sujet-là. Bonne fin de journée à toutes et tous, puisque ainsi il faut nous quitter. Bonne lecture. Ciao.